En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vois C'est beaucoup trop cher. l'addition. Ça va, Régis, ce mieux. Ouais, ça va. Alors, on vous écoute. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous parler dans toute l'actualité syrienne d'un problème un petit peu oublié, qui est celui des Kurdes. Alors, les Kurdes, en effet, on en parle, mais on les laisse un peu de côté, d'abord, on a laissé de côté la Syrie pendant 8 ans. Hein. Tout le monde s'intéresse à la chute de Bachar el-Assad, qui est évidemment un événement incroyable, mais il faut voir quand même que cette Syrie, pendant 8 ans, a été complètement oubliée, plus personne n'en parlait, sous sanction, avec ses équilibres un petit peu figés, ce nord-est, justement, où se trouvent les Kurdes, où se trouvent des troupes américaines également, il y avait des Russes, mais aujourd'hui ils sont en train de partir de cette région, et on n'en a plus du tout entendu parler. Et là maintenant, que à nouveau la lumière est mise sur la Syrie à la faveur de cette chute historique du parti basse et du régime de Bachar el-Assad, eh bien on commence à retrouver les mêmes relations, les mêmes rapports qu'on avait il y a 8 ans, c'est-à-dire des Kurdes qui essayent désespérément de se créer une zone autonome, on va dire. Alors ils ont fêté eux aussi la chute du régime de Bachar el-Assad, mais aujourd'hui leur ennemi principal, évidemment, ce n'est plus lui. Si tant est que c'était lui avant aussi, puisqu'ils avaient quand même des accords un petit peu avec le régime, mais le risque aujourd'hui, c'est que la Turquie attaque ces Kurdes et que leur avenir soit complètement compromis. On se demande aussi quelle place peuvent avoir les forces kurdes qui ont perdu déjà plusieurs zones qu'elles contrôlaient dans la Syrie de demain. Alors, Jolani, le nouveau maître de Damas, devrait probablement conforter sa prise de pouvoir, mais il faut voir qu'il a des alliés autour de lui qui n'ont pas toujours les mêmes agendas que lui, et quoi de mieux qu'un ennemi commun pour en fait unir tout le monde. Et les Kurdes dans cette histoire sont tous désignés. De tout temps, en fait, si on regarde l'historique, ils ont toujours été un peu les parias de la Syrie. Le père de Bachar el-Assad, Hafez, leur avait toujours refusé de leur octroyer un statut. Bachar lui-même avait poursuivi cette exclusion. En fait, les Kurdes dans la Syrie d'autrefois, d'avant la guerre de 2011, étaient en gros des citoyens de seconde zone. Alors, si on regarde historiquement, pourtant, c'est un peuple que le traité de Sèvres en 1920, auquel ce traité leur avait reconnu la légitimité d'un droit à un État, et cet État, en fait, scellait la fin de la présence turque ottomane dans la région.
région. Et en fait, ils n'ont jamais eu d'État en réalité. Et la Turquie aujourd'hui fait tout son possible pour qu'il n'en ait jamais, voire reprenne ces territoires, jusque elle aussi, elle convoite également le nord de l'Irak, qui est également peuplé de Kurdes, puisque les 3 provinces du Kurdistan irakien étaient autrefois partie intégrante de l'Empire ottoman. Donc il y a une vraie, mise en lumière d'un phénomène historique qui font qu'aujourd'hui les Kurdes sont en danger. Alors pourquoi je vous en parle finalement aujourd'hui, pourquoi je veux mettre la lumière là-dessus, parce que ce qui est assez intéressant, c'est toujours, on le remarque, cette faculté que la communauté internationale a d'oublier ce qui s'est passé avant, d'oublier le passé, par exemple, de Abou Mohamed Al-Jolani. On cite quasiment jamais ses relations avec Baghdadi, on cite quasiment jamais le fait qu'il a été un des lieutenants de Zarqawi, qui était un des pires terroristes en Irak. Donc on en voit simplement que quelqu'un qui a été proche d'Al-Qaïda, mais qui aujourd'hui s'en est écarté. Donc en fonction des circonstances, on regarde, on met l'accent sur des choses et on en oublie d'autres. Et pour ce qui est des Kurdes, ce qui est quand même incroyable, c'est que pour revenir à la période de Daesh, ce sont quand même eux qui nous ont aidés, qui ont aidé la communauté internationale, qui ont fourni les troupes pour aller au contact de Daesh. D'abord, dans la première phase de la bataille de Mossoul, en novembre 2016, c'est les Kurdes qui ont commencé à faire la première offensive contre Daesh pour récupérer la ville, même si c'est l'armée irakienne qui ensuite a fini le travail et est rentrée dans la ville, puisque Mossoul n'est pas du tout une ville kurde, mais une ville arabe sunnite. Donc, si vous voulez, ils ont participé de la coalition. Ils ont également conquis Raqqa au prix de pertes terribles. Raqqa, c'était la capitale de l'État islamique. Si vous voulez, on les a sollicités. On les a armés. Vous avez eu des troupes françaises qui ont été engagées à la fois à Mossoul comme à Raqqa, donc sur le territoire syrien, pour aider les Kurdes. Et aujourd'hui, c'est un peu le silence. C'est-à-dire que, comme on voit donc Erdogan s'agiter, Erdogan finalement a décidé de cette opération qui a permis la chute de Bachar el-Assad, a donné son feu vert, a armé les miliciens syriens pro-turcs et également HTS, donc le groupe de Jolani, dans le but, effectivement, de lancer cette blitzkrieg, mais ses intentions cachées à Erdogan, mais en fait, ne sont pas si cachées que ça, c'était de reconquérir ce Kurdistan, ou en tout cas de repousser les Kurdes le plus loin possible de sa frontière, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et pour reprendre ce qui s'est passé hier, par exemple, la ville de Minbij, qui était une des villes conquises par les fameux FDS, qui sont les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes, elle avait été conquise en 2017 par ces Kurdes contre Daesh. Donc hier, les Syriens pro-turcs l'ont prise aux Kurdes. Donc ça, c'est déjà un premier recul. Et on parle aujourd'hui d'une conquête probable dans les semaines qui viennent de la ville de Kobané. Souvenez-vous de la ville de Kobané, qui était le symbole de l'héroïsme des Kurdes. C'est la première défaite de l'État islamique, et c'était les Kurdes qui l'avaient fait à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas un magazine ou un média qui n'encensait pas les Kurdes. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ça va être à nouveau les sacrifiés de l'histoire. Les Russes, qui avaient quelques positions assez empêchées jusqu'à présent les Turcs d'aller de l'avant. Et en fait, aujourd'hui, les Russes ne sont plus là, il ne reste plus que les Américains. Et on a vraiment l'impression que dans cette Syrie qui est en train de se mettre en place, à nouveau, les Kurdes vont être les sacrifiés de l'histoire, ceux qui, finalement, on compte sur eux quand on a besoin d'eux, et puis après, on les laisse à leur sort. Voilà. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Marie Félicon. Est-ce que justement la place, le fait que la gestion des geôles des djihadistes dans la région d'Idlib a été confiée aux Kurdes, c'est justement l'illustration qu'ils sont à la fois peut-être les sacrifiés parce que c'est un peu un cadeau empoisonné, et en même temps c'est aussi une évolution assez nette de marque de reconnaissance. Avant ils étaient exclus, et puis après leur engagement avec Daesh, ils sont quand même les gestionnaires de ces geôles. Oui, les gestionnaires de ces, vous avez dit, cadeau empoisonné, géré jusqu'à, je crois, à peu près 150
150 djihadistes français, pour prendre que les Français, dans les camps de Al-Roch et de Al-Hol, c'est bien, mais si vous voulez, le problème, en plus c'est un problème sécuritaire qui est en train de voir le jour, c'est-à-dire que les Kurdes ne vont peut-être pas avoir les moyens, s'ils sont attaqués, de surveiller leur geôle. C'est déjà arrivé que pendant des combats qu'ils ont eu à mener toujours contre ces miliciens pro-turcs, syriens pro-turcs, arabes syriens pro-turcs, diligentés, pilotés par Erdogan, voir que Erdogan a déjà fait 3 opérations. L'armée turque a fait 3 opérations en utilisant ses supplétifs, essentiellement contre les Kurdes, et que à chaque fois, et c'est déjà arrivé, que des prisonniers, des djihadistes profitent d'offensives pour s'échapper. Il est tout à fait envisageable que ça se reproduise à nouveau si, par hasard, la situation sécuritaire se détériore et que les Kurdes n'ont plus les moyens d'assurer la surveillance de ces djihadistes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que des djihadistes dans la nature, il y en a un certain nombre. On en a vu aussi dans les bagages de Jolani. On a entendu des djihadistes arriver, notamment à l'attaquer dans leur pick-up en parlant en français. Donc, il y a du côté de Jolani des gens qui sont tout à fait djihadistes et tout à fait ayant un passé très connu. Je pense en particulier au djihadiste niçois Omar Homsen, qui lui est depuis très longtemps sous la coupe de Jolani, dont le groupe était présent à Idlib et qui aujourd'hui est en Syrie. Ça fait partie des gens au potentiel extrêmement dangereux, et il y en a un certain nombre comme ça. Un certain nombre aussi apparemment se trouvaient dans les geôles de Bachar el-Assad et ont été libérés. On ne sait pas ce que vont devenir ces gens, ni ce qu'ils vont faire, ni quelles sont leurs intentions. En tout cas, la situation sécuritaire au niveau régional est extrêmement compliquée. La situation sécuritaire au niveau de la Syrie n'est absolument pas garantie, et on ne sait pas si ces djihadistes ne vont pas à nouveau provoquer la terreur chez nous, ou en tout cas se remettre en fonction, réactiver leur réseau pour frapper à nouveau l'Europe. Les œufs du treuil. Est-ce qu'on peut considérer que tout ceci ne serait pas arrivé, en tout cas pas dans cette mesure-là, si jamais justement le conflit en Ukraine avait déjà été réglé, si les Russes avaient pu intervenir, ou bien est-ce que ça n'aurait fait aucune différence ? Non, je pense que le terme de l'accélération de l'histoire à laquelle on assiste, je pense n'a pas de rapport. A un rapport et on n'en a pas. Je pense qu'il y a la réalité régionale qui fait qu'il y a eu un effritement de l'axe, ou du fameux croissant chiite entre Liban, Syrie et Iran. On savait que la Syrie était le maillon faible, et il y a eu une opportunité historique, je pense, qui a été utilisée par les rebelles djihadistes d'Al-Jolani et d'Idlib, localisés dans la zone d'Idlib, pour lancer leur offensive et renverser le pouvoir, parce que le Hezbollah n'était pas là. Le Hezbollah ayant été extrêmement affaibli par sa guerre contre Israël, n'a pas pu dépêcher les unités nécessaires, comme il l'avait pu le faire en 2015-2016, où de conserve avec les Russes, il avait pu redresser la situation à la faveur de Bachar el-Assad. La plupart des grandes offensives de cette époque, on l'oublie souvent, mais ont été menées par le Hezbollah, qui encadrait véritablement l'armée syrienne. Cette fois-ci, rien de tel. Non seulement le Hezbollah n'était pas là, mais en plus l'armée syrienne ne s'est pas battue pour des raisons à la fois internes, de désagrégation de la société syrienne, société qui a vécu pendant 8 ans sous sanctions, qui n'a connu aucune embellie économique après la guerre, et donc la volonté de combattre c'est complètement amenuisée, et l'armée syrienne n'a quasiment pas combattu. Le Hezbollah n'était pas là, les miliciens iraniens, ou les milices iraniennes, les Fatimioun en particulier, qui sont des Hazaras afghans, chiites, recrutés par les Iraniens, n'ont pas
ne sont pas intervenus. Bref, Bachar el-Assad, en gros, est resté tout seul, et ce qui explique aussi la rapidité de l'effondrement. Donc je pense qu'il y a une question circonstancielle qui fait que cet événement-là s'est produit, mais dans la réflexion globale sur la question de la guerre en Ukraine, comme on sait que Donald Trump, le 20 janvier, peut-être même avant, mais peut-être dès maintenant, veut entrer dans une phase de négociation, je dis pas qu'il y a eu un deal de fait, mais l'affaiblissement de l'Iran contre la reconnaissance de la victoire ukrainienne, de la victoire russe en Ukraine, c'est un peu, ça sonne un peu un deal à la Trump, en gros Assad contre Zelensky. Marie. Dans cette chute de Bachar el-Assad, il y a aussi le rôle de la Turquie, peut-être qu'on pourrait évoquer. C'est vrai que c'est assez ambigu parce que tout à l'heure vous disiez, oui c'est vrai, ils ont participé peut-être, enfin ils ont soutenu, il y a eu une complicité avec les groupes terroristes face aux Kurdes, qui sont du coup l'ennemi numéro 1, et en même temps on se demande s'ils ont vraiment intérêt eux à laisser un califat à leur porte. Quel est leur rôle assez ambigu justement là-dedans? Moi, je pense que ce rôle, il est pas. Il y avait deux objectifs, comme je le disais, dans cette offensive pour Erdogan. C'était d'abord donc faire reculer les Kurdes à nouveau, les attaquer à nouveau. Faut savoir, par exemple, quand Erdogan, dans certains de ses discours, prononce le mot terroriste, faut entendre kurde. Il fait référence au PKK, qui est effectivement l'ossature des YPG, qui est le parti donc dominant chez les Kurdes. Oui, les éléments du PKK, qui est un véritable parti terroriste anti-turc qui existe depuis les années 80. Donc Erdogan a cette obsession-là. Il a toujours eu cette obsession-là. En revanche, Daesh, pour lui, est un groupe terroriste, mais il ne l'a pas toujours vraiment été. Souvenons-nous que au moment de la naissance du califat, eh bien, Erdogan avait allègrement laissé passer les volontaires étrangers, y compris les Français, via son territoire pour qu'ils puissent rejoindre la Syrie et ensuite l'Irak et devenir combattants. La plupart des terroristes du Bataclan, par exemple, ont fait ce chemin-là, ont été formés, recrutés en Syrie, dans la ville d'Al-Bab, par exemple, où se trouvait le bureau de ce qu'on appelait chez Daesh le bureau des affaires étrangères, qui permettait finalement de projeter des attentats à l'étranger, et dont le Bataclan, et dont ce qui s'est passé à Paris, le Stade de France, etc. Tout ça a été planifié là-bas. Donc ça, c'est quand même des choses, moi je trouve, qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui. Erdogan, ensuite, quand il a vu que Daesh attaquait aussi la Turquie, a commencé à prendre au sérieux la menace. Mais si vous voulez, dans la région, lui, son objectif, c'est surtout ça, c'est surtout faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'État kurde et que les Kurdes soient le plus loin possible. L'autre objectif d'Erdogan, c'était de se débarrasser des 4 millions de Syriens qui ont trouvé refuge en Turquie, et visiblement, ils ne sont pas très pressés de rentrer en Syrie, donc ça, c'est un problème pour lui. Donc l'idée, c'était de conquérir des territoires pour pouvoir les replacer, notamment au nord de la Syrie. Ça, c'est l'objectif d'Erdogan. Mais Erdogan est le champion de l'entre-deux-mondes. Vous savez, il est à la fois copain avec Poutine, tout en le trahissant, tout en faisant partie de l'OTAN. Donc c'est vraiment un pays très ambigu, la Turquie. D'abord, sa situation géographique, à la fois entre l'Europe et l'Asie, l'a toujours rendu un petit peu, sauf évidemment à l'époque où l'Empire ottoman dominait toute la région. Donc il y a toujours une sorte d'attitude, on dirait, kémaliste, nationaliste turc chez lui, mais aussi une nostalgie assez puissante chez certains Turcs également, pour l'ottomanisme, le néo-ottomanisme, jusqu'à voir sur certaines chaînes de télé turques des cartes absolument délirantes qui incluent l'Arménie, Chypre, enfin bref, qui font de la Turquie aujourd'hui une sorte d'empire en fait. Et quand Erdogan a pris la parole l'autre jour, il a comparé Alep, Damas, Raqqa à des villes turques pour dire voilà, s'il n'y avait pas eu les traités de la fin de la Première Guerre mondiale, nous serions toujours chez nous là-bas. Alors, il est vrai qu'historiquement, prenez une ville comme Alep, il y a une empreinte ottomane évidente. Mais voilà, c'est aussi une ville qui a accueilli les Arméniens quand ils ont été persécutés par les mêmes Turcs. Donc les relations sont extrêmement complexes. Maintenant, les visées d'Erdogan sont claires. Je ne pense pas qu'Erdogan, comme les Israéliens, s'imaginaient que Assad tomberait aussi facilement, ni même qu'il tomberait. Je pense qu'ils sont face
face à un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir, on va dire, le génie de sa cage, ou en tout cas, ils ont lâché les chiens, si on peut parler vulgairement. Et en fait, aujourd'hui, c'est HTS plus que tout ce qu'il y a derrière risque de créer une instabilité manifeste en Syrie qui n'est pas tellement à l'avantage des pays de la région, parce que évidemment ça va créer des troubles au Liban, parce que ça risque de créer des troubles en Jordanie, et que cette déstabilisation est ni dans l'intérêt des Israéliens ni dans l'intérêt des Turcs à moyen terme. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'avenir peu réjouissant peut-être pour les Kurdes. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être des Alaouites aussi, parce que c'est eux qui étaient au pouvoir jusqu'à présent, mais ils sont vus quand même comme des hérétiques par les autres musulmans. Ils sont vus peut-être aussi comme des complices de Bachar el-Assad. Quel est leur avenir en Syrie? Non, mais c'est pour ça que moi je suis extrêmement inquiet, au-delà quand je vois des réjouissances. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que certains confrères ont tendance à prendre la Syrie comme à chaque fois, comme l'Ukraine, c'est toujours la même répétition, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une page blanche. Et qu'on arrivait, qu'il y avait un dictateur très mauvais, ou des Russes, ou des gens très méchants, et puis on arrivait et on imposait la démocratie. C'est un peu ça, toujours le même axe, sans prendre en compte les réalités locales, et sans prendre en compte le fait que il y a 60 ans d'exercice d'une dictature dans ce pays, et qu'on ne sort pas de 60 ans d'exercice d'une dictature comme ça, du jour au lendemain, en criant « Vive la liberté ». C'est certes un soulagement pour la plupart des Syriens de ne plus avoir à vivre dans cet étau, mais c'est aussi un étau qui permettait une forme d'unité qui aujourd'hui risque de ne plus exister. Vous évoquiez la question des Alaouites, il y a également la question des Druzes, qui ont compris d'ailleurs qu'ils avaient peut-être un intérêt à faire alliance avec les Israéliens et à demander l'annexion de leur partie au sud à Israël, puisqu'il y a beaucoup de Druzes qui sont en Israël, pour pouvoir peut-être se protéger. Vous savez, ce sont des minorités, c'est comme les chrétiens, c'est un peu comme les chrétiens dans la région, c'est le canari dans la mine. C'est celui qui va mourir en premier et qui a un instinct de survie supplémentaire peut-être par rapport à la majorité du pays. Et la Syrie est un pays où il y a à peu près 75% de sunnites, et le reste, ce sont des minorités qui a priori n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui ont été englobées dans ces États-nations post-coloniaux, puisque quelque part cette Syrie, c'est le legs d'une Syrie mandataire dans lequel les Français ont amené la bureaucratie, l'administration. D'autres pays comme la Jordanie aussi. Jordanie, c'est une monarchie, mais si vous voulez, c'est des ensembles qui ont été construits avec des minorités, avec des épisodes historiques comme la Narba, donc la catastrophe pour les Palestiniens, qui a amené un flot de Palestiniens. Il y a beaucoup de Palestiniens en Syrie, comme il y en a un tiers à peu près de la population jordanienne est faite de Palestiniens. Donc si vous voulez, la structure de ces États, elle est artificielle, mais elle tenait parce qu'il y avait cet élément central. Aujourd'hui que cet élément central n'est plus là, il y a chacun a combattu Bachar el-Assad avec des raisons propre pour abattre un tyran. Maintenant, on se rend compte que finalement, même entre groupes djihadistes, ils n'ont pas le même agenda. Donc, il y a les pro-turcs qui vont avoir l'agenda d'essayer d'attaquer les Kurdes, et puis les autres qui veulent prendre un pied et installer un pouvoir à Damas, tout en sachant que c'est pareil. Damas, c'est pas une ville. La Syrie n'est pas un État facile pour la charia, par exemple. La charia, même pour l'immense majorité des musulmans sunnites syriens, c'est quelque chose de totalement étranger. En Syrie, il est absolument malvenu dans la rue de demander sa confession à quelqu'un. Oui. Alors qu'au Liban, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous ne demandez pas, vous ne dites pas, t'es chiite, t'es sunnite à quelqu'un. Et certains chrétiens, aujourd'hui, commencent à se plaindre dans le centre-ville de Damas, qu'on leur a demandé s'ils étaient chrétiens, quelle était leur confession. Oui. Vous voyez, donc on est sur un pays où la laïcité a peut-être le mieux marché au Moyen-Orient. Beaucoup mieux même qu'en Irak, qui était pourtant un pays aussi laïque. Voilà, donc tout ça fait que si Jolani entend appliquer sa charia, comme visiblement ce sont ses intentions,
il va falloir qu'il demande aux femmes de se couvrir, il va falloir qu'il demande, il l'a fait dans la rue publiquement, on a vu une jeune fille qui n'était pas couverte, il lui a demandé de mettre une capuche sur sa tête. Pour le moment c'est soft, pour le moment c'est à la Taliban, au retour des talibans, août 2021 c'était pareil, on essayait de montrer patte blanche. Combien de temps ça va durer? Et surtout, les minorités, vous parliez des Alaouites, les chrétiens, les Druzes, tous ces gens-là vont-ils tolérer cette attitude ou au contraire vont-ils rentrer en résistance? Voilà, le risque il est énorme. On dit, vous savez aujourd'hui, quand il y a intervention de l'Occident quelque part, ça devient un tel contre-modèle qu'on l'utilise après, et on dit la Syrie est en voie d'un scénario à la libyenne. Voilà, donc en fait on prend nos erreurs d'avant, et on dit là c'est le pire, il faudrait surtout pas que ça devienne comme ça. Mais c'est une possibilité, donc ça devient un pays avec 4 ou 5 entités qui gouvernent, complètement éclatées et plus d'avenir en commun. Vous avez évoqué tout à l'heure les réactions un peu intempestives de certains chefs d'État, ou je pense à Ursula von der Leyen. Enfin, on a une liste quand même de personnes qui se sont réjouies de la chute du régime de Bachar el-Assad. Sur place, on a vu des scènes de liesse, carrément à Damas notamment. En réalité, quel est l'état d'esprit? Est-ce que c'est possible de faire un bilan de l'opinion publique en Syrie là, quel est l'état d'esprit des Syriens? Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que les Syriens, je pense aujourd'hui, s'imaginent que cette ouverture au monde et à la communauté internationale et cette reconnaissance, même s'il n'est pas encore effective à cause de la personnalité de Jolani et du fait qu'il est toujours sur une liste de terroristes et il y a toujours une récompense de 10 millions de dollars sur sa tête, c'est quand même pas rien. C'est une liste dressée par les Américains, donc ça veut dire que le processus de normalisation de Jolani et de son groupe n'est pas encore fait. Or, c'est lui qui a fait l'offensive, c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui a gagné. Donc ça, c'est un fait. Bon, par rapport à ça, beaucoup de Syriens imaginent que une part des privations auxquelles ils ont été sujets depuis 8 ans, depuis la fin des combats de la précédente guerre, font que, ils vont recevoir de l'argent de la communauté internationale et peut-être leur situation va s'améliorer. Ça est à mettre en parallèle avec les craintes justement de dislocation interne, d'affrontements interethniques entre les différents groupes ethno-religieux qui composent le pays. Donc, je parlais tout de suite. Donc, la Syrie est tiraillée entre plusieurs sentiments. Vous avez aussi la crainte de ceux qui ont collaboré avec le régime de Bachar el-Assad, et ils sont nombreux. Jamais ce régime, en 10 ans de guerre entre 2011 et 2020, on va dire, ne se serait maintenu au pouvoir s'il n'y avait pas eu une partie de la population à l'appuyer. Vous évoquiez les Alaouites, mais il y a aussi une grosse partie des sunnites, de la bourgeoisie sunnite dans des villes comme Homs, comme Alep par exemple, qui sont toujours restés fidèles au régime. Et ces gens-là vont évidemment avoir peur d'être victimes d'épuration. Et tout ça va peut-être pas avoir lieu aujourd'hui, même si des cas de tortionnaires du régime ont été déjà traités, c'est-à-dire il y a eu des exécutions publiques. Mais pour le moment, on essaye de montrer une bonne image vis-à-vis de la communauté internationale. C'est la consigne de Jolani. Pardon, vis-à-vis des minorités également. On essaye d'être prudent, de ne pas, de ne pas heurter les sensibilités. Ça marche plutôt bien à Alep, où la plupart des Syriens, en fait, venus d'Idlib, sont également de la région. Donc il y a assez peu de combattants étrangers, même s'il y en a. Donc les combattants étrangers, c'est toujours plus facile de commettre des exactions que quand on est un local. Et notamment vis-à-vis des chrétiens d'Alep, on a eu des informations comme quoi les choses se passent plutôt bien, les messes sont célébrées, les écoles restent mixtes dans les zones chrétiennes, ont réouvert ce matin et avec les filles et les garçons mélangés. Donc ça, c'est des points positifs pour le moment, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. On refera un point après les vacances. Merci beaucoup Régis Le Sommier. On vous souhaite justement de bonnes vacances. Merci beaucoup. Un joyeux Noël et puis, à l'année prochaine, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup Régis. Merci.